Allô tout le monde, je suis avec 4 étudiantes que je vais vous présenter. On va parler d'antidépresseurs chez les jeunes, qui est une conversation vraiment, vraiment importante qu'on a très rarement, puis ils ont gentiment accepté qu'on fasse ça live pour inspirer les gens à avoir plus de discussions dans ce style-là. Il n'y a pas de préparation, fait que vous allez voir un petit peu comment on fait le meeting. Là. On ne se connaît pas du tout, là, fait que, on y va, il n'est pas préparé que ça. Premièrement, allô? Je vais juste vous présenter un petit peu tout le monde. Peut-être on peut commencer par se présenter. Vous me dites votre nom, votre âge, qu'est-ce que vous faites, puis peut-être un hobby, quelque chose que vous aimez faire. Oui, c'est vrai. Si un petit quelque chose de personnel, on peut commencer avec toi. Moi, je m'appelle Anne-Catherine. J'ai 19 ans. Puis, un hobby que j'aime faire, j'aime beaucoup lire. OK. Tous les Harry Potter, je les ai tous lus. OK. Dans ma chambre, il y a plein de livres, j'adore ça. OK. Et sinon, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ah ouais? Ouais. OK. Et j'aime beaucoup ça. OK, cool. Bon, enchanté. Enchantée. Enchanté. Toi? Bon, moi, c'est Noémie, j'ai 19 ans aussi, puis qu'est-ce que j'aime vraiment faire, c'est la cuisine. Je fais un peu de tout. Ah ouais? C'est vraiment une passion pour moi. Puis c'est quoi ta bouffe préférée? Là? Qu'est-ce que tu cuisines? C'est vraiment que tu te files des trucs à base de plantes, là. OK, C'est OK. ça. Ouais. OK, Pas mal ça. super. Ben, enchanté. Enchantée. Enchanté. Allô, moi c'est Hilarie, j'ai 19 ans, puis ce que j'aime faire, depuis que je suis jeune, je fais du piano, je joue du piano, OK. puis c'est pas mal ça, j'aime Ok. faire ça. T'es musical. Ouais. OK. Est-ce que t'en joues encore? Oui, j'en joue encore depuis que j'ai 6 ans. Ah oui, hein? Puis pour toi ou... Pour moi, juste pour le fun. C'est pour le fun? Ouais. OK. Super. Enchanté. Enchantée. Et nous, on a communiqué plus là, par Instagram et tout ça, donc je te connais pas vraiment, par ta voix. Là. Moi, je m'appelle Aïssine, j'aime beaucoup aussi la musique. Je joue de la guitare, je commence à apprendre le piano. OK. J'aime vraiment ça. Sinon, ma passion, j'aime beaucoup le tournage, faire des petites émissions de télévision. J'aime ça, faire du théâtre, ça m'intéresse beaucoup. Quand tu dis des tournages, tu fais des tournages? J'ai déjà fait quelques tournages. OK. T'es-tu dans une agence? Es-tu comédienne? Ah ouais? OK, cool. Comédienne à temps partiel, parce que j'étudie, mais quand j'ai des opportunités, ben là, OK. les auditions. Mais des fois, c'est un petit peu plus avec les études, mélanger les deux, mais sinon, oui, j'aime C'est ça. ça. OK, ben, enchanté. Puis moi, je veux commencer par vous remercier de m'avoir invité à cette discussion-là. Tu sais, vous auriez pu parler à plein de gens en psychologie. Il y a des milliers de psychologues au Québec. Donc, j'étais un petit peu surpris de pourquoi vous vouliez me parler. Mais bref, elle m'a un petit peu expliqué le contexte que vous avez pris connaissance un peu de ce que j'ai écrit, de mon livre, puis un petit peu. Je pense que ça vous parlait, puis je pense que vous avez été aussi encouragé là, à m'approcher. Fait que c'est ça, fait que merci beaucoup. Je suis Merci super à vous. content d'être Merci là. à vous. Ah non, mais ne me vous voyez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, peut-être on peut commencer avec pourquoi vous voulez faire ce travail-là là-dessus? Comment cette idée-là est arrivée? De travailler sur les antidépresseurs, ça part de où cet intérêt-là? C'est moi qui ai eu l'idée en premier. C'est parce que l'année passée, j'ai suivi un cours en psychologie sur la santé mentale. Puis le professeur, il abordait beaucoup le sujet des antidépresseurs, puis il arrêtait pas de dire que c'est en hausse dans la société. Ouais. Puis ça m'a vraiment beaucoup intéressée. C'est un sujet qui nous touche toutes, là, je veux dire, c'est surtout dans notre tranche d'âge. Ouais. Puis avec, c'est pas juste la psychologie, c'est aussi le social. Ouais. Il y a plusieurs facteurs, puis moi, ça me passionnait beaucoup. Là. Okay. Fait que là, j'ai proposé l'idée aux filles qui sont aussi intéressantes en psycho, puis là, on a tous trippé. Puis voilà, c'est un enjeu qui nous intéresse. On veut comprendre les causes, puis les conséquences, puis aussi, voilà, comment et pourquoi de la chose. OK. Puis vous? On est vraiment tout ouvert par le milieu de la psychologie. Puis on a remarqué en fait que tellement que les antidépresseurs en ce moment, il y en avait beaucoup qui en prenaient. On voulait vraiment s'intéresser à les causes de pourquoi que les gens allaient directement vers Merci. cette solution-là. Puis aussi s'il y avait des façons de peut-être aider les gens, les guider, comment faire en sorte que les gens se sentent mieux en compagnie quand ils prennent des antidépresseurs. C'est un sujet, je trouve, qui est vraiment pertinent en ce moment dans notre société parce que ça augmente vraiment beaucoup les antidépresseurs en ce moment, les prescriptions. OK. Est-ce que vous comme là, mettons, là, puis là, je commence ça parce que, merci beaucoup.
j'aurais le goût de vous demander, parce qu'on peut en parler théoriquement de ça, tu sais, mais vous, est-ce que vous avez cette expérience-là, dans le sens que est-ce que vous avez déjà pris des antidépresseurs? Est-ce que vous connaissez des amis qui en prennent? Concrètement, là, vous, dans votre vie, vous catchez quoi de ça? C'est quoi ça pour vous? Là? Oui, ben moi, j'en prends. Okay. Justement, c'est quand même récent. Puis c'est pour ça que quand le prof parlait, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup parce que ça me touche personnellement. Ouais. Puis j'ai parlé avec mon médecin aussi, justement. J'ai fait une mini-entrevue, puis j'ai posé des questions à celle qui me l'a prescrit. Ouais. Puis on parlait des causes, puis voilà. OK. Moi, c'est ça, fait que t'es touché personnellement. Oui, fait que c'est sûr que, à un moment donné, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, parce que t'es pas tout seul, là, tu comprends? Puis la souffrance, elle est vraie, elle est là, depuis plusieurs. Mais pourquoi on est autant à souffrir, tu sais? C'est pas normal que ce soit une personne sur 4 qui en prenne puis qui souffre, tu sais. C'est pas inutile, là. Fait que c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est pas pour rien, justement, qu'ils sont prescrits. Surtout qu'on Surtout qu'on est à peu près tout touché par les antidépresseurs, pas directement nous, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans notre entourage, soit dans notre famille, qui en prend, même un ami. Puis des fois, ça peut paraître la solution facile, mais c'est quand même une solution qui est vraiment utilisée, qui est en cours. Puis c'est le cœur de toutes les familles de nos amis. Puis j'ai parlé de ça avec ma grand-mère qui est psychologue. Puis elle me disait aussi que c'est surtout la molécule prescrite. Il faut faire attention parce que pour certains, ça peut différer. Puis c'est vraiment important que la molécule soit adaptée à la personne pour que la personne puisse vraiment guérir. Puis arrêter un jour puis pas avoir toute la vie avec ça. Aussi, le but, c'est pas d'être dépendant d'une molécule pendant toute la vie, c'est temporaire, puis après tu peux se régler ton trouble. Alors, c'est aussi ça qui m'intéressait. Vous, premièrement, là, je veux juste vous dire, là, tu sais, on est live, là, mais il n'y a pas... C'est vous qui décidez ce que ça vous tente de dire. Moi, là, je vous pose des questions. Moi, vous pouvez me poser n'importe quelle question. Vous pouvez me poser des questions personnelles. Je vais le dire, ça me dérange pas, tu sais. Mais moi, je ne vais pas vous imposer à dire des affaires que ça vous tente pas de dire. Comme là, toi, tu nous as fait le cadeau de dévoiler ça, okay? Mais c'est parce que là, je voyais la face comme, faut-tu absolument aller aussi loin? Comme non, tout le monde dit ce qu'ils veulent, tu sais, il n'y a vraiment pas de problème, tu sais. L'important, c'est ce qu'on dit, c'est que ça soit vrai, mais après ça, c'est vous qui décidez. C'est pas moi qui va vous forcer à dévoiler des choses personnelles. Donc, OK. Là, vous êtes rendu dans cette recherche-là? Parce que là, pouvez-vous juste expliquer le contexte là, du travail que vous avez à faire, peut-être? Bien, la recherche n'est pas nécessairement commencée. Là. On a fait un peu de recherche pour en apprendre davantage un peu puis se mettre un peu dans le sujet, mais on n'a pas approfondi la recherche en tant que telle. OK. Ben, on a fait plusieurs lectures par contre. Chacun a fait des lectures avec des sources fiables, que le prof, c'est bien important. Là. On a fait un résumé de nos sources avec des citations. Puis c'est pour ça que nos questions aussi sont dirigées un peu par rapport aux lectures qu'on a lues. Fait que, puis la problématique n'est pas encore écrite justement. On fait l'entrevue, puis après on va écrire la problématique, puis on va continuer. C'est ça, parce que c'est dans le cadre d'un cours qui s'appelle comment? DH, des intégrations, des acquis. C'est vraiment un cours qu'on peut prendre un sujet à notre choix, puis après ça on élabore, puis nous justement c'est notre thème, mais autant qu'il y a des personnes qui ont un sujet sur sociologie, mais nous c'est vraiment ça, ce thème-là qui nous intéressait, mais c'est nous particulièrement que précisément on a décidé de prendre ce thème-là, puis on est préparé. Là c'est comme l'initiation, donc on a pris toutes les informations, on a fait des recherches globales avec des sources fiables, puis après ça on a comme notre gros travail. C'est ça, fait que là vous allez tomber en écriture, là, et donc ça devient une méthodologie avec laquelle vous devez procéder, là, ce qui est très très bon. Fait que là vous êtes dans le début dans le fond, vous êtes dans l'exploration de ça. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse au cours de la prochaine heure? Comment vous voudriez qu'on procède? Je vous dirais qu'on a ciblé dans le cadre de nos cours des questions qui sont vraiment précis, qu'on est parti de nos recherches, de ce qu'on sait en ce moment nous. On en a beaucoup quand même, mais on pense que c'était toutes des questions qui étaient essentielles. Parfait. Fait que la base, là, on partira avec vos questions. On regardera comment on fonctionne avec le temps, puis s'il y a des choses à rajouter, on les rajoutera, mais on peut commencer avec vos questions. C'est bon? OK. Premièrement, on avait un formulaire de consentement à faire signer. Je ne sais pas si on peut le faire à la fin, là, pour pas que ça prenne trop de temps pour l'instant. Parfait. C'était juste accepter que vous fassiez filmer. L'anonymat va être gardé dans la procédure. Il n'y a pas de problème. Donc, premièrement, on a comme la petite présentation. Donc,
Donc, on s'appelle, moi c'est Noémie Green, Héloïse Diotin, Alcine Carrier, puis Anne-Catherine. Puis en gros, on fait vraiment l'entrevue dans les cours de démarche d'intégration des acteurs sciences humaines au cégep à Saint-Hyacinthe. Oui. Puis on veut vraiment comme, apprendre davantage sur la hausse de la prise des antidépresseurs. Puis c'est ça, puis on veut justement, on va aborder quelques thèmes comme genre la dépression chez les jeunes, les relations interpersonnelles, la prise et la prescription des antidépresseurs, puis les solutions qu'on peut avoir en tant que société. OK. En environ 23 questions à poser, là, ça devrait durer comme peut-être 40 minutes. Ça dépend vraiment de la durée de la réponse des questions. Puis on vous remercie vraiment de prendre le temps d'être avec nous à matin pour nous aider dans ce projet. Ben, ça fait plaisir. Je pense que ça va aider bien du monde. Fait que moi, ma job, c'est d'aider du monde. Fait que vous aussi, là, c'est ce que vous êtes en train de faire là, quelque part. Fait que, non, c'est très long. C'est bon. Donc, au début, on veut juste introduire un peu c'est quoi votre parcours professionnel. OK. Ça nous intéresse. On est intéressés. OK. Mon parcours, mettons, à partir académique. Ouais, je suis académique. J'ai fait mon secondaire en quoi? Il n'y a rien là-dedans. J'étais en sport-études. Je faisais beaucoup de sport. Là. J'étais en natation beaucoup. Je pense que ça m'a aidé beaucoup, là, vraiment, justement, à me garder, je dirais, non déprimé. Après ça, ben, tu sais, il faut que tu t'en ailles au cégep, hein. Fait que là, tu sais pas ce que tu vas faire. Fait que là, théoriquement, c'est la stratégie des portes ouvertes. Je suis allé toutes les portes ouvertes. J'ai essayé ça. J'ai essayé d'être en sciences santé. Puis moi, les mathématiques, ça me rentre pas dans la tête. C'est impossible. Vraiment, là, j'ai eu des cours privés. Bref, je suis encore en train de me poser la question pourquoi j'ai un problème avec les mathématiques. Parce que, j'ai un problème avec les maths dans un certain contexte, parce que je suis bon en physique, puis je suis bon en chimie, mais les maths, il y a quoi que mon cerveau n'aime pas là-dedans. Bref, j'ai eu comme 37% de mon premier examen en mathématiques. Là, je fais bon. Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être capable de passer à travers un cégep? Non. Fait que je suis allé voir un API. Ça existe encore un API? Comment ça s'appelle? API. Pédagogique. Aide pédagogique individuelle. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai voir mon API. J'étais comme ça va être super compliqué, changer le programme. Je suis allé le voir, je dis, j'aime pas ça, là, tu sais. Il dit, ah ouais, hein, t'aimes pas ça? Je fais, non. C'est bien beau. Je suis comme, ah ouais, justement. Je dis, ouais, c'est beau. C'est fait. Fait que je suis allé en sciences humaines individuelles, qui est l'affaire de base au monde. Mais ça m'intéressait plus, tu sais. Je veux dire, le cégep, c'est une affaire qui est un peu spéciale au Québec, là, tu sais. Si tu dis ça n'importe où dans le monde, je suis au cégep, ils vont rien comprendre. C'est comme, à quoi ça sert, puis tu as de la misère à expliquer. Ben, c'est comme un truc tampon entre le secondaire, puis personne ne comprend vraiment ça sur la planète Terre, mais nous, on a ça. Donc là, c'est très dur un peu de se motiver au cégep des fois. Fait que c'est ça. Sciences humaines individuelles, ça a bien été, j'avais une bonne cotère, là, tu sais, j'avais, je pense, 34. Oh, wow, ok. Excellent. J'avais une très bonne cotère, mais tu sais, j'aimais beaucoup la philosophie, j'aimais les textes, j'aimais écrire. Mais je ne savais pas quoi faire dans la vie du tout. Tu sais, j'étais très focusé sur la natation. Puis après ça, j'ai fait un bac en communication. J'aimais pas super ça, mais j'haïssais pas ça non plus. Tu sais quand tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, hein, c'est difficile, hein, quand tu te connais pas assez. C'est très dur de se motiver, puis c'est où ta place dans quoi je suis bon, est-ce que je rentre dans ce programme-là, y a-tu de l'avenir? Là, tu écoutes certaines personnes, suis ton cœur, d'autres personnes disent non, vas-y stratégique. C'est très compliqué, hein, le développement de carrière. Il n'y a pas, je trouve, d'accompagnement. Bref, de la bonne façon. Premier bac en communication, puis après ça, j'étais un petit peu déprimé, là, moi aussi. J'ai eu un moment assez difficile. Puis j'ai laissé la natation, puis j'ai laissé mes études, j'ai laissé mon bac en plein milieu, puis je suis parti faire le tour du monde avec une caméra. Puis j'ai fini tout ce que j'ai fait, puis j'ai réalisé là, plein de choses. J'ai été accompagné par une psychologue pendant ce temps-là, puis j'ai réalisé que la communication humaine, c'était vraiment intéressant. La psychologie, c'était vraiment important. Comment les gens collaborent ensemble pour
pourquoi tu aimes quelqu'un. Mettons, tu sais, juste, j'aime ça être avec cette personne-là. C'est quoi les composantes qui fait ça? Puis surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun à tous les humains. C'est comme, oui, les humains sont différents dépendamment des groupes, des caractéristiques, mais ça, c'est sûr. Tu sais, mettons, nous cinq, on n'est pas pareils. Même vous n'êtes pas pareils. Fait tu sais, des humains, c'est que des différences. Fait que là, c'est comme, OK, mais comment tu mets ça ensemble, des humains différents? Puis moi, c'est ça qui m'intéressait. Puis quand je suis revenu, j'ai fondé ma compagnie Psychom. Puis j'ai fondé ma compagnie avant de faire mes études. Fait que ça, pour moi, ça a été l'affaire la plus importante et bonne qui m'a permis de passer à travers 17 ans d'université. Parce que j'ai eu ça, aller à l'école. Fait que oui. Mais le truc, c'est que tu te lances plus dans le vide avant. Puis là, tu dis, c'est pour ça que je fais ça. Exactement. Au lieu de dire, sûrement qu'il va avoir une carrière à l'autre bout. C'est dangereux, ça. Parce que ça fait miroiter quelque chose, mais tu ne sais pas plus c'est quoi ta carrière, puis là, tu es cool, puis tu te motives, puis là, tu as des doutes. Donc, moi, je me dis, non, moi, je me pars en business avant, puis je vais m'arranger pour être le meilleur au monde là-dedans. Fait que qu'est-ce que ça me prend? Il faut que j'étudie, il faut que je sois le meilleur pour étudier. Fait que là, j'avais un but, tu sais. Fait que j'ai fini mon bac en communication, mais je savais que si je veux comprendre la communication humaine, il faut que tu comprennes la psychologie. Ça veut dire que ça ne peut pas être en communication. Fait qu'il faut que j'aille en psycho, je suis comme fuck, faut que je recommence. Mais oui, tu sais, des affaires. Fait que des fois, tu avances, mais il faut que tu recules un peu pour être dans la meilleure branche qui est la vraie bonne voie pour toi. J'étais comme. La psychologie, je le sais que c'est intéressant. Je le sais, tu sais, c'est sûr que ça m'intéresse. Fait que il y a plein d'affaires claires autour de ça, puis c'est compliqué, puis c'est long les études. Mais une chose que je suis sûr, je sais que ça, j'aime ça. Fait que là, je me suis accroché sur cette certitude-là, puis je me suis dit, anyway, j'ai une compagnie, fait que là, il faut que je sois bon. Fait que j'ai commencé mon premier bac en psychologie, puis après ça, je voulais vraiment rentrer au doctorat, ce qui est très difficile. Fait que j'avais un plan de match pour rentrer au doctorat, une stratégie pour rentrer au doctorat. Donc, je suis allé travailler dans les laboratoires, commencer à faire des petites publications scientifiques, tout ça, puis je développais ma business en même temps, puis mes études, puis. Fait que voilà, puis là, j'ai fait mon doctorat en psychologie, puis j'étais dans un programme, comme un double programme, qui est recherche-intervention, recherche pour être un PhD, puis intervention pour être psy-D, c'est-à-dire, si tu veux être dans l'ordre des psychologues, faire de la thérapie, tout ça, ça prend ton psy-D, minimalement ton psy-D, mais j'étais comme, moi, mais je veux faire de la... Je veux être bon en sciences, parce que quand tu fais un PhD, c'est pas juste parce que tu veux faire la science, c'est parce que tu veux comprendre comment fonctionne la science. Ça, c'est vraiment important, surtout aujourd'hui, pour démêler le vrai du faux. Et ça, vous allez voir que c'est en lien avec pourquoi on rush aujourd'hui. C'est pas clair. Comment tu démêles les choses? Fait on va revenir à ça. Mais moi, je me suis dit, il faut que ma tête soit comme une lame. Il faut que je puisse faire la différence entre ça, c'est du marketing, ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, mais dans cette proportion-là, de discerner les choses. Pour moi, mais aussi, si je veux être un bon intervenant dans ma business, je dois être capable de faire ça. Donc, j'ai fait mon PhD, ça a été super dur. Juste mon PhD, ça m'a pris 11 ans et demi. C'était sur le trouble obsessionnel compulsif. Donc, ça n'avait pas rapport avec la communication. Je voulais faire un PhD avec la psychologie de la communication, mais la communication, c'est tellement énorme, c'est tellement flou que tu ne peux pas faire un PhD là-dessus, en neuro, du moins. La neuro, ça ne parle même pas de bonheur ou de relation. La neuro, là, c'est très, très petit, puis c'est très dur. Là. Mais je me suis dit, ça, c'est le meilleur test pour faire de la vraie science, c'est en voir en neuro. C'est vraiment réel. Puis j'avais un directeur qui n'a pas été facile du tout, directeur de thèse. Ça, c'est pas facile. Mais il m'a challengé beaucoup, puis j'ai réussi à avancer là-dedans. Puis ça m'a permis d'atteindre mon objectif, aiguiser ma pensée. Aiguiser la façon dont j'écris, la clarté de tes propos, quand tu écoutes quelqu'un, ce que tu comprends, ce que la personne veut dire. Ça, c'était vraiment mon plus grand gain, mon PhD en psychologie. Puis j'ai fait mes stages en psychologie clinique pour être psychologue clinicien. Finalement, j'ai décidé de ne pas être dans l'ordre des psychologues parce que je ne fais pas de la thérapie proprement dit, fait que j'utilise pas le terme psychologue, même si j'ai fait les études pour, ça ne me sert pas nécessairement. T'sais. Fait que, en gros, c'est ça mon parcours, long story short. Mais je trouvais ça important de vous le dire parce qu'à quelque part, tous les humains passent à travers les stades. Puis la question, c'est comment tu passes d'un stade à un autre sans être trop amoché puis que tu es plus fort à ton prochain stade.
Et selon moi, il va falloir toucher à ça. C'est bon. Voilà. Donc, on voulait commencer par parler des troubles dépressifs chez les jeunes. Troubles dépressifs, OK. Chez les jeunes. Chez les jeunes, Ouais. d'accord. On voulait savoir si quel lien vous êtes capable de faire entre les troubles dépressifs chez les jeunes et les exigences de la réussite académique. Ouais. Il y a un lien, mais ça, juste ça, c'est une grosse question. Juste ça, c'est une thèse de doctorat. OK? Je peux pas répondre à tout, parce que je connais pas toute la littérature autour de ça. OK? Mais ça dépend de la personnalité du jeune, ça dépend de son milieu socio-économique, ça dépend de son influence parentale, ça dépend de plusieurs choses qui vont influencer la pression qu'il se met, si tu veux, pour performer. C'est sûr qu'un jeune qui se met énormément de pression pour avoir des notes X, Y, Z et correspondre à des standards va être plus sujet à faire de l'anxiété de performance. Okay? Puis l'anxiété de performance, l'anxiété en général, c'est le meilleur ami de la dépression. Parce que tu peux pas tomber en dépression sans avoir passé par beaucoup d'anxiété prolongée. C'est pas possible. Fait que, déjà là, si on veut comprendre la prise d'antidépresseurs, il faut comprendre la structure anxieuse des jeunes. Donc, c'est plus important, selon moi, comprendre comment les jeunes sont anxieux que comprendre la dépression. Parce que si tu veux régler la dépression, il faut que tu règles en premier ce qui les amène là. Parce que c'est facile de constater un problème. On va dire, oh, on a un problème, on le décrit au complet. Oui, mais la vie, c'est des mouvements, c'est des chemins. Fait que ce qu'il faut faire, c'est pas juste décrire ce qui se passe pendant que tu es déprimé. C'est comment ça se fait qu'on prend un chemin qui nous mène tout le temps dans ce cul-de-sac-là. Ça, c'est une question importante. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant à amener au moins comme idée dans votre travail. C'est-à-dire, il faut comprendre l'autoroute ou le chemin qui mène à ça, qui est un cul-de-sac. Donc, l'anxiété de performance, c'est définitivement là. Et l'anxiété de performance va être beaucoup corrélée au fait que, mettons, une personne n'est pas capable de s'identifier ou se valoriser autrement que par un standard. Puis c'est un standard qui n'est pas sous son propre contrôle. Donc, ça, c'est une des clés qui est super importante. C'est-à-dire que si, mettons, tu fais une activité, mais ton renforcement est sous ton contrôle, qui est par exemple une motivation intrinsèque, c'est-à-dire faire quelque chose, ça te rend heureux, tu es bien là-dedans. Donc, le renforcement est à l'intérieur de ton activité, donc tu contrôles ton renforcement. Tu ne peux pas être anxieux et tu ne peux pas être déprimé avec ça. Okay? Ça ne se peut pas. Mais si le renforcement n'est pas sous ton contrôle, donc il est par une autorité externe, comme par exemple un professeur, et en plus que ta propre valeur est définie par ce standard-là, ça veut dire que ta propre valeur n'est pas sous ton contrôle. Donc, tu es 100% dépendant. Donc, la dépendance, ça va créer de l'anxiété et c'est toujours un risque de dépression. Donc, la dépendance en général, ça va créer cet effet-là. Que ce soit au niveau d'une drogue, que ce soit au niveau de la dépendance sociale, la dépendance émotionnelle ou la dépendance à un standard, ça va créer ce pattern-là. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Beaucoup. Puis aussi, c'est de plus en plus compétitif, les universités, les institutions, c'est de plus en plus. Donc, il y a comme une bulle magique autour des institutions académiques et tu as comme un prestige relié de plus en plus à certaines institutions. Donc, tu veux être associé à certaines institutions et à certains programmes. Donc, c'est pas juste une note, parce que, mettons, un renforcement est relié à d'autres renforcements implicites que tu n'as pas dans ta face. Mais ton cerveau, il sait que c'est interconnecté. Donc, si je dis, moi, j'ai besoin de minimum 92% de moyenne ou 87% pour faire la cote minimum, ce qui est anticipé selon les moyennes que tu as vues dans les années passées pour être sûr de rentrer, par exemple, ça veut dire que tu le sais que ton 87% est relié à d'autres choses, c'est-à-dire rentrer dans un programme qui va être relié à plus d'opportunités, qui est relié soit à un prestige social. Et ça, c'est très important de comprendre la place que prend le prestige social actuellement, l'image sociale. C'est très fort, surtout dans votre génération, puis il y a des choses spécifiques à votre génération. Donc, voilà, je sais qu'il y a 23 questions, faut que je vais... C'est en temps, on est avec ce
que vous avez parlé, mais j'y avais un peu répondu, mais c'était comment le stress chronique s'installe et évolue vers les troubles dépressifs. Oui, c'est ça. Alors, il faut faire attention entre le stress et l'anxiété. Le stress, c'est quelque chose qui est plus général. Un stress, là, c'est un facteur qui va perturber l'organisme. Ça peut être un stress qui est positif. Si vous tripez en fou à tous les jours, là, votre trip ou l'agent qui vous stresse, c'est un stresseur, mais il est positif, mais ça va prendre quand même de l'énergie. Et tu as d'autres stresseurs qui sont plus négatifs, disons ça, comme de l'anxiété, ce qui va créer de l'anxiété. Donc, c'est sûr que ça tire beaucoup d'énergie et à un moment donné, il y en a de moins en moins d'énergie disponible pour faire face à cette adversité-là, cette adaptation-là constante. Et quand on n'en a plus d'énergie, c'est là où on rentre dans des phases qui sont dépressives. Donc, l'exposition prolongée à un stresseur ou à de l'anxiété, de façon prolongée, va créer de l'anxiété, de la dépression. Voilà. Parfait. La prochaine question, c'était par rapport... Êtes-vous à l'aise de la façon dont je réponds? Oui, c'est parfait. Ça fait votre affaire? Oui. C'est-tu correct, je tourne la petite Il carte? n'y a pas de problème. Parfait, excellent. Il y a 400 personnes qui nous regardent, pas de pression. OK, c'est bon. La prochaine question, on va parler de l'émergence de la technologie parce que c'est quelque chose de très actuel, surtout chez les jeunes de la génération. Alors, la question c'était parlez-nous de l'augmentation, là on dit troubles dépressifs, mais on peut aussi en jeter troubles anxieux et dépressifs, en relation avec l'émergence de la technologie. OK. Je pense que ça, c'est un point clé. Définitivement. Vous êtes né en quelle année? 2003. C'est ça. Alors, vous faites partie de la génération qu'on appelle iGen ou la génération Z. Oui. Est-ce que vous le saviez? Oui. OK, d'accord. Alors, vous êtes spéciaux, les amis. Très spéciaux, parce que votre cerveau a été exposé à des choses qu'aucune autre génération a été exposée. Et on découvre encore les effets de ça, mais on s'en rend compte qu'est-ce que ça fait, parce que la façon dont vous vous comportez, ça n'a rien à voir avec les autres générations précédentes. Rien. Absolument rien. Bon, par où commencer? On a des petites questions si vous voulez. Vas-y donc, les questions. Tu vas peut-être m'orienter un petit peu, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Comment expliques-tu la corrélation entre la surexposition aux réseaux sociaux et une mauvaise estime de soi? Parce qu'on a lu plusieurs articles que la comparaison sur les réseaux sociaux, qu'on se compare avec les autres, ça peut allumer notre estime de soi. Puis aussi le fait qu'on est souvent sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Constamment, on se lève le matin sur le téléphone, le soir avant de se coucher. Ouais. Ça, c'est sûr que ça doit avoir un impact. Oui. OK. Depuis 2007, depuis l'apparition des réseaux sociaux et plus particulièrement du iPhone, parce que ça prend deux choses pour créer des différents impacts et différentes formes d'addiction. Il faut que tu aies accès à ta substance, si je peux dire, qui est la pure dopamine. Okay? Donc, ça prend non seulement les réseaux sociaux, c'est une formule extrêmement puissante et addictive en soi, mais ça prend ton accès à ça. Si c'est juste un laptop, c'est beaucoup de trouble. Là. Fait que tu es comme tout le temps en train d'attendre ton renforcement. Si tu te souffles des doigts, ça c'est super. Okay? Fait que là, tu peux constamment accéder à ta source de dopamine et de dépendance. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Premièrement, il y a des impacts différentiels entre les filles et les gars. Les filles souffrent beaucoup plus que les gars. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les médias sociaux, ta question c'est les médias sociaux. Technologie et médias sociaux. Donc, les filles sont plus dépendantes des médias sociaux que les gars. Parce que les filles n'ont pas les mêmes traits de personnalité. Il y a 5 traits de personnalité chez les humains. Oui. OK? Un de ces traits-là, c'est l'agréabilité. Toutes les filles dans le monde, indépendamment de la culture, sont plus agréables que les gars. Okay? C'est normal, parce que vous devez vous occuper d'enfants, vous êtes biologiquement créés pour être en support, soutenir. Vous êtes plus empathique. Okay? Donc, vous êtes capable de faire passer les autres avant vous.
Okay? Donc, c'est un trait qui est plus féminin. Ça. Il y a des gars qui sont aussi extrêmement agréables. C'est sûr que tu as comme des courbes là, comme ça, là, qui s'overlappent un peu. Mais les plus grandes différences au niveau du trait de personnalité, c'est l'agréabilité. Bon, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est corrélé à la comparaison sociale. Beaucoup. Les gars se comparent moins socialement sur les médias sociaux. Tu as plus d'addiction chez les gars sur le gaming, pas les filles. Les filles, l'addiction, c'est les médias sociaux. Mon Dieu, il y a tellement de choses, mais vraiment, je sélectionne. C'est tellement important. Là. Je veux dire, on pourrait passer sérieusement toute la journée. Il y a tellement de choses à dire, puis je suis assez au courant de la littérature scientifique là-dessus, puis bon, il y a un phénomène qui s'appelle la contagion sociale. La contagion sociale, la contamination sociale s'applique aux jeunes filles de votre âge. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et les groupes de filles s'inter-influencent beaucoup en termes de mode. Donc, s'il y a une tendance, et c'est propagé par les médias sociaux, c'est le cerveau des jeunes filles sont plus perméables à ça. Donc, ça veut dire que les tendances sur les médias sociaux sont beaucoup plus dangereuses. Que ce soit des tendances où on glorifie, par exemple, l'anorexie, on glorifie le fait de se remettre en question votre genre, parce que les filles, vous êtes plus anxieuses à cet âge-là que les gars. Donc, vous êtes plus vulnérables à des doutes et des questionnements. Et là, il y a beaucoup d'activisme, OK? Et l'activisme passe par les réseaux sociaux. Entre autres, le fait de, si tu n'es pas tout à fait bien dans ta peau, c'est peut-être parce que tu n'es pas vraiment à l'intérieur d'une fille. Donc, il y a beaucoup plus de remise en question au niveau du genre. Maintenant, c'est une nouvelle forme d'activisme, une nouvelle tendance. On remet en question notre genre. Et ce sont les jeunes filles de votre âge qui mangent le plus de coups par rapport à ça. Donc, on appelle la dysphorie de genre. Il y a plus de dysphorie de genre que jamais on en a vu dans toute l'histoire documentée que depuis 7 ans. Et donc ça fait partie des doutes qui sont propagés dans les médias sociaux. Aussi, dans l'adolescence, je veux dire, on ne se le cachera pas, on change beaucoup physiquement. Donc, ça veut dire que ton identité est en train de se forger. Ton image de soi est en train de se forger. Donc, quand on se forge comme ça, ben c'est sûr qu'on s'en va se comparer, parce qu'il faut se situer dans le monde. Donc, la comparaison, je dirais, est entre guillemets normale. Il n'y a pas de problème tant que ça ne déborde pas trop. OK? Puis c'est tough quand même l'adolescence, là, je veux dire. Mais là, ouais, je vais parler de l'adolescence tantôt. Parce que l'adolescence n'a plus la même forme maintenant. Elle est prolongée. Donc, la comparaison sociale, c'est plus juste avec les gens qui vous entourent, c'est sans arrêt au bout des doigts. Mais là, l'affaire, c'est grâce aux réseaux sociaux puis grâce aux filtres, tu te compares avec des choses qui sont de moins en moins vraies, qui n'existent plus vraiment. Donc, tu compares des personnes avec des filtres qui sont tout le temps plus belles. Et on s'écarte de plus en plus de la réalité tangible. Donc, ta comparaison n'a plus rapport avec des éléments réels. C'est déjà difficile quand tu te compares avec des éléments réels. Mais là, la comparaison se fait avec des choses qui sont irréelles. Mais c'est dur de savoir à quel point c'est réel. Parce que comme tu regardes une photo, c'est une vraie personne, mais c'est comme à quel point elle est vraiment comme ça. C'est pas clair. Parce que tout est boosté, les traits sont boostés, la peau est boostée, la grosseur des yeux, la longueur des cils, c'est absolument incroyable. Donc, tu te compares avec un rêve. Ouais, c'est ça. Fait que si, mettons qu'on dit, mettons moi j'ai un enfant, j'ai une fille, puis je veux lui faire mal. Si je voulais lui faire mal, je lui ferais faire ça. Je la pousserais à ce qu'elle se compare avec quelque chose qui n'existe pas. C'est sûr que je vais la tuer comme ça. Fait que si tu veux faire mal à quelqu'un, tu fais ça. Mais c'est ce qui se passe là. OK? Les réseaux sociaux, c'est vraiment un cancer. Et les études montrent que jamais une personne en bas de 16 ans devrait avoir accès aux réseaux sociaux. Jamais. Il n'y a aucune raison, et il n'y a pas l'équipement nécessaire pour faire face aux dangers
que représentent les médias sociaux, surtout dans une époque d'activisme et d'extrémisme en ce moment. C'est absolument cancérigène ce qu'il y a sur les médias sociaux, les modes, et ce que ça va jouer, c'est sur le doute constant. Peut-être que tu es d'autres choses, peut-être qu'il n'était pas assez, peut-être que... Donc, si vous voulez la réponse sur c'est quoi de l'anxiété, faites juste augmenter le doute d'une personne. C'est tout. Puis, si vous voulez vraiment la tuer, augmentez le doute sur plus qu'un sujet qui la concerne, pour être sûr d'attaquer toutes les facettes de son identité. Si vous faites ça, vous êtes sûr d'augmenter l'anxiété et vous allez augmenter le repli d'une personne sur elle-même. Et donc, c'est sûr que vous faites juste prolonger cette exposition-là, plus le fait d'être drogué avec un renforcement intermittent, qui est un renforcement dopaminergique qui est clair, et avoir des likes. Les likes, ça crée de la dépendance. Fait que non seulement tu détruis une personne, mais tu lui donnes une drogue en plus. Pour moi, c'est comme ça que tu crées de l'anxiété. Fait que si tu veux vraiment créer de l'anxiété, tu mets ces ingrédients-là, c'est sûr qu'une personne est anxieuse. Puis en plus, c'est sûr que non seulement elle est anxieuse, mais elle va être déprimée parce que tu augmentes ce qu'on appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, là, tu peux la créer avec n'importe quel organisme avec un cerveau qui a de la sérotonine dedans puis des systèmes de renforcement. Donc, l'impuissance acquise, c'est tu fais miroiter un espoir, mais tu rends la tâche impossible. Tu fais, peut-être que si tu te forces plus, tu vas y arriver, mais non. Jamais tu donnes le renforcement. Fait que c'est comme ça que tu tues un organisme. Tu vides le pool de sérotonine dans tous les noyaux qui génèrent la sérotonine, par exemple les noyaux du rafé dans le cerveau qui ont des afférences un petit peu partout, des projections sérotoninergiques, ben, tu tues ce système-là avec de l'impuissance acquise. Fait que l'impuissance acquise, c'est peut-être que si je me force plus, je vais y arriver. Fait que là, tu investis l'énergie, tu essayes, puis là, tu attends le renforcement. Là, le renforcement, c'est non, essaye plus. Peut-être qu'en faisant plus, si tu donnes plus encore, tu vas être renforcé. Fait que tu cours après une mission impossible. Ça, ce sont les médias sociaux. Okay? Donc, c'est comme ça que tu crées de la détresse chez une personne ou un animal. Donc, ça, c'est un des problèmes principaux de votre génération. Et les filles sont plus touchées que les gars. L'autre chose. Ah oui, d'autres choses. Ah, ben là, ça sort un peu de la question. J'y reviendrai après. On va passer vos questions en premier. OK. Puis après ça. Mais si c'est pertinent, on veut savoir. Oui, je vais vous le dire. Il y en a des causes qu'il faut identifier sur ce qui crée de la détresse. OK, parce que la prochaine question, je pense que ça change quand même beaucoup de sujets. Ouais, on est dans le même sujet, mais ça change de voie. On voulait parler justement dans votre livre « Je suis un chercheur d'or ». Ouais. Puis vous abordez des thèmes des mécanismes de communication, Ouais. mais on voulait savoir comment que ces mécanismes de communication-là, ça peut affecter la santé mentale des gens. OK. Bon, ben parfait, ça touche à ce que je voulais dire. Parfait. Alors, maintenant, il faut comprendre comment l'anxiété est augmentée. On a parlé de la comparaison sociale, on a parlé du doute constant de soi qui est en lien avec l'activisme qu'il y a sur les réseaux sociaux, plus les sous-groupes, plus les tendances, les modes et tout ça. Ça, vous avez compris cet effet-là? OK. Il y a d'autres effets aussi. L'anxiété, il faut comprendre que tout le monde en a dans la vie, puis c'est normal. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle est gérée de façon contrôlée? Si vous voulez augmenter l'anxiété d'une personne, on génère l'anxiété, et quand l'anxiété est à son plus haut, tu te sors de l'exposition de ce qui te rend anxieux. Donc, tu fais une fuite. De l'évitement. C'est de l'évitement. Donc, pour créer de l'anxiété, il faut que tu veux éviter. Évidemment, personne ne veut. L'anxiété, le problème, c'est que les gens surutilisent la stratégie d'évitement. Puis c'est normal, parce que quand tu es anxieux, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment interpréter ce que tu sens, l'univers est flou, tu n'as pas de repère, il n'y a personne qui te guide, qui t'explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ton cerveau va faire, bien, il faut qu'il pense survie à court terme. La survie à court terme, c'est de l'évitement. Donc, l'évitement peut être correct à court terme, mais si ça devient ta stratégie à moyen et long terme et qui est répétée, c'est sûr que ça va te tuer, parce que l'anxiété va augmenter. L'anxiété qui augmente, à un moment donné, tu n'as plus d'énergie, c'est là, encore une fois, tombant. Dépression. OK? Donc, la clé de la dépression, c'est de l'anxiété prolongée. L'anxiété prolongée qui augmente avec le temps, la clé, c'est l'évitement. Maintenant,
Est-ce que votre génération est plus évitante? Absolument. Vous êtes la génération la plus évitante possible. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi, comment vous évitez. Vos parents vous ont éduqué à la sécurité. Donc, la sécurité est une valeur fondamentale maintenant. Vous avez été beaucoup plus protégés que les autres générations. Parce que les parents sont plus éduqués, les gens ont des enfants plus tard, donc les gens ont plus d'argent, les gens ont moins d'enfants. Donc, tu as plus de moyens, tu as beaucoup d'amour à donner. Donc, tu vas t'occuper beaucoup de ton enfant, les gens ont moins d'enfants. Hein. Donc, un parent va mettre beaucoup de moyens, beaucoup de temps et beaucoup d'informations pour essayer de faire le mieux possible avec leurs enfants. Donc, l'intention est bonne, on s'entend. Le problème, c'est ce que ça fonctionne. Non. Parce que ce que ça fait, c'est que ça fait un phénomène de surprotection. Oui. Et la surprotection fait de l'évitement. Donc, le parent évite son propre anxiété et contribue à ce que l'enfant évite toute forme d'anxiété, toute forme de douleur émotionnelle. Alors que c'est pas ça, la job d'un parent. C'est d'aider un enfant à passer à travers différents types de souffrances et d'en sortir plus fort. Mais la logique de la surprotection fait en sorte qu'on évite n'importe quelle situation de contrariété, d'émotions négatives. Et ça, c'est absolument pas bon. Donc, les jeunes de votre âge sont plus fragiles émotionnellement. Donc, il y a le concept de fragilité, c'est-à-dire que moins tu t'exposes à des sources d'anxiété, puis tu passes à travers, mais plus ta sensibilité à l'anxiété augmente. Donc, ça veut dire que ton anxiété arrive plus vite. Mais là, si tu es toujours dans l'évitement, ça veut dire qu'il faut que tu évites plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, ça veut dire qu'il y a un repli sur soi. Donc, tu ne veux plus être en interaction avec le monde parce que tu veux de moins en moins être anxieux. Donc, tu te replies sur ta seule source d'énergie qui va rester, les médias sociaux. OK? Donc, on court après les mêmes systèmes. Donc, ça augmente la fragilité. Puis l'affaire, c'est que des enfants, des humains, c'est anti-fragile. C'est-à-dire, plus tu les exposes, plus ils deviennent forts. Évidemment, il ne faut pas que ça soit trop d'exposition, mais ce que tu veux, c'est les exposer, les aider, les exposer, puis là, ils deviennent hyper forts. Donc, c'est conçu pour être fort en humain. Mais là, on est dans une twist en ce moment de bien-être. Tout le monde est obsédé par la santé mentale. C'est vrai. On est obsédé par « faut être bien ». C'est comme, je comprends, mais comment on se rend pour être bien? C'est pas en essayant d'être bien là. C'est ça le problème. Les gens courent après du bonheur, après des émotions positives, après de l'estime de soi. Ça, c'est l'autre affaire dans les styles parentaux. Il ne faut pas que les enfants soient contraires. Il ne faut pas jamais qu'il y ait une mauvaise image d'eux-mêmes. Jamais. Il faut tout le temps qu'il y ait une bonne estime de soi. Donc, l'estime de soi est la plus grosse niaiserie qu'on a amenée depuis 20 ans. C'est de la pure cochonnerie. Et c'est une cochonnerie maintenant parce que, c'est pas scientifique. On ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas comment mesurer ça. Donc ça c'est une autre chose. Mais si on met ça de côté, pourquoi faudrait que tu aies une bonne estime de soi? C'est comme, il faut se sentir bien à propos de soi. Pourquoi faudrait que tu te sentes si bien que ça? Est-ce que tu te comportes bien? Je sais pas, non. Je suis supposé me sentir bien gratuitement comme ça. C'est comme, de même. Fait que si tu te comportes mal, tu es supposé te sentir bien quand même. Tout le temps. Fait que, toi, il n'y a pas d'émotion qui dit « Hey, je suis pas bien avec ça, je pense que je devrais m'améliorer, je devrais corriger ça, je devrais être plus courageux, je devrais apprendre. » C'est comme « Non, il ne faut pas que tu te sentes bien avec toi tout le temps. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est une aberration totale. Si tu fais quelque chose de mauvais pour toi, le but, c'est que tu te sentes bien pareil. Fait qu'on veut geler ton comportement dans la vie réelle avec un feeling. Si tu veux rendre une personne malheureuse, dysfonctionnelle et surtout narcissique, parce que votre génération est hyper narcissique, tu veux te sentir bien tout le temps. Donc, si autour de toi, tu as des menaces, puis tu fais « Ouais, cette situation-là, ça va affecter comment je me sens. »
Ça veut dire que tu vas neutraliser les défis futurs qui peut-être vont ébranler ta vision de toi. Ça, c'est du narcissisme. Est-ce que tu construis des relations interpersonnelles qui sont bonnes? Là, je vais revenir à votre communication parce que c'est ça votre question. Est-ce qu'en étant isolé des interactions du monde, tu peux être en relation avec le monde? Non. Si toi, tu décides que tu veux te sentir bien tout le temps, indépendamment de ce qui se passe autour de toi, est-ce que tu peux créer une relation réelle avec quelqu'un? Non. Est-ce que tu peux, ce qu'on appelle, communiquer? Non. Donc, ça veut dire qu'on travaille à maintenir une image. Donc, on joue à maintenir des images. Fait que ça, c'est le jeu de votre génération. Maintenir une pièce de théâtre parfaite. Mais votre cerveau, là, vous pouvez pas y faire croire ça pour vrai, là. Vous avez 80 milliards de neurones qui est en interaction avec l'univers au complet. Puis là, on va le faire croire là, que c'est décoratif. Ça n'a aucun sens. Mais ça, les médias sociaux amènent ces images-là. Donc, vous devez tout le temps coter cette image-là. Puis là, vous avez le style de parentalité là-dedans. Puis après ça, ça sort un peu du cadre, mais le style politique aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que tu dises les choses politiquement correctes. Sinon, c'est très grave. Maintenant, tu ne peux plus dire une femme, ça existe, un homme, ça existe. Sinon, c'est comme t'es transphobe. C'est comme, non, désolé, mais les gens sont tellement terrorisés par la culture de cancellation. On n'ose plus rien dire. Ben voilà. On est dans la décoration au complet. Puis là, vous êtes tous là-dedans, en train de vous chercher, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas. C'est comme, c'est sûr que vous allez être en dépression. Fait que si vous voulez la réponse, vous avez toutes les raisons du monde à être anxieux, misérable, puis déprimé. C'est sûr. Parce que regardez ce que votre cerveau subit. Donc, quelle est la solution? La première affaire, c'est ce qu'on fait là. Pourquoi vous pensez que je veux mettre cette caméra là? Personne n'a des discussions comme on a là. Votre âge n'a pas ces discussions-là. Donc, la première étape, il faut que le monde fasse OK, c'est pas juste dans ma tête, on feel bizarre, mais ça, c'est weird. Hey, ben oui, ça sert à ça des émotions. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Puis moi, ma job, c'est juste de mettre des mots clairs qu'on comprend plus. Moi, je n'invente rien, là, tu sais, je veux dire, j'ai même pas, je dirais, d'opinion particulière là-dessus. C'est des choses documentées scientifiquement qu'on dit, puis ça va se retrouver dans votre travail, c'est merveilleux. Mais il y a des raisons pour lesquelles un humain souffre. Mais peut-être que c'est ça la survie aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que vous êtes capable de voir clair? Vous obéissez à toutes les choses qu'on vous barouette à gauche puis à droite. Puis... Donc, voilà. Donc, maintenant, les relations. Avec ce que je viens d'expliquer là, plus d'anxiété. Savez-vous c'est quoi qui rend anxieux dans la vie? C'est les relations humaines. Savez-vous comment c'est stressant? Moi, là, je me sens très équipé en communication. Je suis pas mal bon. Mais des conversations importantes avec des gens que t'aimes, t'as le cœur qui bat comme ça. Tu peux pas faire autrement. Quand tu parles d'affaires importantes avec une personne que t'aimes puis t'as peur qu'elle t'aime plus, tu penses que t'auras pas peur, puis tu penses que tes outils de communication vont comme geler tes émotions puis tu vas être au-dessus de ça. On n'est jamais au-dessus de rien. Mais si tu as des habiletés de gestion émotionnelle, puis tu as du courage, puis tu apprends comment faire les choses, puis tu évites pas, tu dis, au moins je suis équipé pour aller faire face à cette peur-là, et on va aller travailler sur cette relation-là. Mais les gens n'ont pas ça maintenant. Maintenant, votre génération est tellement anxieuse socialement que vous ne débutez même plus de relations authentiques. Vous entretenez l'idée que vous êtes en relation. Oui. Donc, on entretient cette idée-là avec les médias sociaux, ça donne un feeling. Mais le problème, c'est que tu es tout seul. Puis les humains seuls, ça ne marche pas vraiment. Imaginez si vous êtes déjà plus anxieux que n'importe quelle autre génération, mais vous êtes en plus pogné tout seul dans votre tête. C'est comme, encore une fois, c'est la recette pour être misérable. Donc, les relations humaines, c'est anxiogène pour tout le monde.
Mais là, la question, c'est si vous n'êtes pas équipé, puis vous êtes encore plus anxieux, puis encore plus évitant, vous êtes fini. Parce que vous ne pourrez pas les créer, ces relations-là. Donc, ce qui fait en sorte que vous allez swiper à gauche puis à droite. Hein? Et si vous voulez faire de plus, on va checker, puis on va se ghoster. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas. Vous avez même pas encore. Vous n'avez pas eu la chance dans votre génération de développer c'est quoi une relation, puis aller brailler ensemble, se réparer, se réconcilier. Tout ça, là, ça, c'est des affaires d'humains normaux. Les humains normaux, c'est chiant, là. Parce que tu tirailles, tu n'es pas content, il faut se réconcilier, on se rend ensemble, OK, on s'aime, OK, on continue à avancer, on est persévérant. C'est ça, là. Mais au premier petit déclencheur, oups, c'est comme, comment vous allez faire ça en couple? C'est ça. Comment vous allez faire pour avoir des enfants? Ah ouais, puis évidemment, à cause de la crise climatique, ça ne sert à rien d'avoir d'autres enfants parce que le futur est doomed, right? Puis en plus, il faut se sentir mal de surpeupler la Terre. Vous êtes pas... C'est des courants, ça, qui rendent le futur encore plus dark et encore plus démobilisant. C'est la pire chose au monde, ça. Est-ce qu'il y a de l'incertitude, justement, par rapport au futur? Donc, la planète... on peut plus avoir d'enfants. On a vu ça, justement, dans le cours de géo, là, la semaine passée, que... là, il y a des mouvements de ne plus avoir d'enfants pour sauver la planète. Justement, toute cette incertitude-là, est-ce que ça pourrait aussi mener de l'anxiété, justement, parce qu'on a vu que c'est l'incertitude qui fait en sorte qu'il est anxieux. Du même fait que quelqu'un qui est dans l'estime de soi, qui se convainc que ça va bien puis qui ignore ses comportements, ça, c'est une contradiction. Est-ce que ça pourrait être aussi une source d'anxiété? Bon, alors, là, évidemment, non, vous avez raison, c'est que vous êtes confronté à de l'activisme écologique sans arrêt. Et je ne dis pas que l'écologie, c'est pas important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de l'environnement. C'est pas ça l'idée. Moi, vous savez qu'une partie de ma job, c'est de voyager dans la nature et en Afrique. Je veux dire, c'est absolument fondamental. Mais de l'activisme, c'est différent. Comment c'est présenté sur les médias sociaux, c'est différent. Quand vous êtes exposé à ça, c'est différent. La culpabilité de tout, parce que la culpabilité est une grosse arme des médias sociaux dans toutes les formes d'activisme. Toutes. Donc, si le futur ne sert à rien, vous êtes supposé vous mobiliser. Pourquoi? Parce que là, vous êtes supposé essayer d'être courageux et de dire, OK, on va faire des choses. Ouais, mais anyway, vous êtes quasiment un cancer parce que c'est une politique anti-humaine. C'est la culpabilité d'être un humain parce que l'humain est un cancer sur la Terre. Donc, en ce moment, c'est une promotion anti-humain qui est l'environnement. C'est comme, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner, puis c'est pas comme ça qu'on va s'occuper ni de l'environnement, ni de notre santé mentale, ni de nos relations, ni du travail d'équipe que ça prend sur la planète Terre pour faire ce fameux projet-là, puis en plus, on n'a aucune idée comment on va le faire. Zéro. On n'a aucune piste de comment on va sauver la Terre. On a zéro idée. On ne sait même pas comment faire pour gérer de l'énergie de base. On ne sait même pas comment se passer du gaz. 0% d'idées. Zéro. On ne sait même pas comment collaborer ensemble. On ne sait même pas comment se parler. C'est comme, really, on est en bonne position pour faire une grosse équipe et s'attaquer à l'affaire la plus compliquée jamais conceptualisée qui s'appelle le climat. Really. Non. C'est pas possible. Les gens ont de la difficulté à faire des choix de base. De la semaine. Donc, ça, c'est ça les médias sociaux. La présentation d'idéaux visuels, puis là, ce qu'on se parle là, c'est la vraie vie. C'est deux choses qui sont vraiment, vraiment différentes. Donc, pour revenir à ta question, si tout ce qu'on se fait miroiter, c'est la culpabilité de faire quoi que ce soit parce que vous consommez de l'air, puis c'est déjà trop, et puis en plus, vous allez avoir des enfants, ça veut dire que il y a des courants féministes là-dedans qui vont culpabiliser, encore là, sur le fait que vous êtes plus qu'une mère, fait que c'est presque s'abaisser, être une mère. C'est ça qu'il faut voir, l'activisme là-dedans. Et ça détruit une mobilisation importante sur le futur. Mais c'est comme, comment vous êtes capable de vous mobiliser, relever des défis et croire en vous autres si le futur, c'est dégueulasse? Ça se fait pas. Imaginez, vous avez des enfants, là, un beau petit être, là, tout frais, là, un beau petit cerveau, puis ce que vous lui rentrez dans la tête, c'est elle devrait se sentir mal juste d'être en vie. Puis je parle même pas de la race, là. C'est comme si t'es pas dans la bonne catégorie sociale.
Malheureusement, tu es un oppresseur. Malheureusement. C'est comme, really? Ça, c'est le brainwash qu'on veut faire sur les cerveaux. Après ça, on est sur les jeunes, ils vont pas bien, je ne comprends pas. Puis les gars, c'est une autre affaire, les gars, ça décroche de plus en plus. Ouais. C'est comme, puis les gars, ça, c'est une autre affaire. Là, vous êtes des filles, je me concentre plus sur les filles. Puis si j'avais des gars, c'est maintenant mal être un gars. C'est vrai. C'est pas cool. Faut pas que tu sois trop masculin, sinon tu es un oppresseur. Sinon... Okay, ça, c'est une autre affaire. C'est un autre agenda féministe qui est anti-homme. C'est comme être anti-tout dans la vie ne va pas nous réconcilier, ça ne va pas créer des relations positives, ça ne fera pas travailler en équipe, ça va nous rendre anxieux, déprimés et impuissants. Donc, en gros, non, on n'est pas équipé pour créer des relations positives. Je pense qu'on était rendu à une prochaine question, mais en fait, on l'a vraiment bien abordé, là, c'est les relations interpersonnelles dysfonctionnelles, comment ça agissait sur la santé mentale. Oui, ça joue incroyablement. Mais pour créer des relations, il faut être capable de mieux gérer de l'anxiété. C'est normal. Ça veut dire que tu ne peux pas éviter des conversations. Parce que la plupart, c'est des sujets de conversation qui font peur. Fait qu'on ne parle pas de ce qu'on veut parler. On anticipe beaucoup aussi ce qu'on dit aux gens comme sujet de conversation. Pour ne pas créer quelque chose de négatif, pour ne pas affecter notre image, puis pour ne pas perdre le semblant de petite relation. Donc oui, c'est extrêmement anxiogène, parce qu'à chaque conversation, tu prends un risque. Quand tu parles, là, on prend un risque de déplaire à la personne en face. Parce que c'est impossible, tu ne peux pas contrôler les émotions de la personne en face. Si moi je dis quelque chose, mais là, je crée une émotion négative, là, on va faire quoi? Les gens ne veulent même pas aller là. Donc, tu anticipes, tu ne dis pas ce que tu veux dire, donc tu n'existes pas. Vous n'existez pas dans les conversations. Fait que si on veut exister, il faut dire des choses qui sont réelles pour soi et prendre le risque de peut-être blesser des fois, même si ce n'est pas l'intention, peut-être d'offenser, peut-être de déplaire. Mais c'est un risque maintenant qui est comme dévalorisé. Mais, OK. Mais la contrepartie, c'est que vous allez être tout seul. Fait que soit vous essayez d'être parfait tout seul, ou soit d'être moins parfait ensemble. Moi, je pense que c'est mieux d'être imparfait ensemble. Bon, la prochaine question, ça va parler de l'épanouissement personnel. OK. On a trouvé plusieurs articles qui abordent l'importance d'un environnement sain en voie de favoriser un bon épanouissement personnel d'une personne. Ouais. Donc, on veut savoir comment un environnement malsain peut-il renforcer les symptômes dépressifs chez les adolescents et les jeunes adultes? Alors, on en a parlé un petit peu, mais je vais répondre à cette question. Un environnement malsain est un environnement dédié au bien-être. Okay. Le but dans la vie, c'est de créer un environnement hyper sécurisé, où il n'y a pas aucune émotion négative ou contrariété. C'est un environnement toxique. Donc, l'environnement toxique n'est pas ce qu'on pense. Non, c'est ça, c'est pas ce qu'on pense. Non. L'environnement toxique, c'est un environnement hyper sécuritaire et surprotégé, où on travaille à ce que les gens et les jeunes, mettons les enfants, peu importe, ou même au travail, que les jeunes n'aient pas d'émotions négatives. Et là, ce qui se passe, c'est, évidemment, ça se peut pas. Vous avez compris que c'est impossible. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que les gens qui ont des émotions négatives, ils ne règlent plus leurs choses eux-mêmes en parlant. Ils s'en vont se référer à une autorité supérieure pour que l'autorité fasse la job d'intervention. Donc ça développe en plus du narcissisme. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas à vivre ces émotions-là. Je vais prendre une autorité et tu vas les neutraliser à ma place. Ça, c'est le cancel culture. Ça, c'est la cancellation. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas ça. Donc, mettons, au primaire ou à l'école, ils vont se référer au professeur. OK? Donc, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas collaborer à ça. Puis maintenant, ces mêmes enfants-là, quand ils grandissent, ils font la même chose comme adultes, mais ils utilisent maintenant la loi, la politique ou d'autres forces pour aller intervenir. Tu utilises la loi, tu utilises la force du groupe, tu utilises comment tu appelles ça? Affecter la crédibilité d'une personne. Donc, c'est les mêmes genres d'enfants, c'est le même système où tu veux neutraliser tes formes de contrariété. Donc ça, c'est toxique. Mais évidemment, c'est pas abordé comme ça. C'est abordé que non, c'est parce qu'on veut le respect de tous.
Hein? On veut que tout soit bien. Fait que ça fait comme... c'est bizarre, on dirait que c'est comme bien dit, mais on dirait que c'est bizarre pareil. C'est faux, c'est un leurre, ça. Donc, un environnement toxique, c'est un environnement 100% dédié à la stabilisation émotionnelle et l'évitement des dialogues. Oh, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. On s'attendait Donc, pas. c'est pas... Les environnements toxiques, ce n'est pas ce que vous voyez, là. Non. C'est comme... Puis là, tout le monde dit, ça c'est toxique, ça dénonce toute la toxicité. C'est comme, aussi bien dire, le monde est toxique. Mais on est rendu là, le monde est toxique. Tout est toxique. C'est comme, OK, mais ça vaut-tu la peine de vivre en termes d'humanité? C'est comme, tout est toxique. Mais on est dans ça. Zéro responsabilité individuelle. Là, on change un peu pour parler de la COVID-19. OK? D'après vous, dans quelle mesure le confinement forcé et les restrictions sanitaires de la COVID-19 sont en partie responsables de l'augmentation massive des troubles dépressifs? Bonne question. Pour moi, ça ne fait que rehausser ou accélérer des processus qui étaient déjà latents. Okay? La COVID n'a rien créé. Donc, les processus dont on parle aujourd'hui, on peut même remonter ça là, dans les fins des années 80, que les courants qui s'appellent le postmodernisme, qui est une remise en question du système au complet, qui est la hiérarchie contre les gens. Okay? Donc, il y a comme une vision du monde victime-oppresseur qui est issue des années 80. Mais c'est sûr que ça s'est accéléré avec les médias sociaux parce que l'information va tellement vite. Mais là, imaginez ça avec 2 ans d'entraînement mental intense où tu n'as rien à faire autre que regarder ça. Puis là, tu te sens mal parce que tu te sens impuissant, tu ne peux pas sortir de chez toi. Donc là, ton cerveau, il est brainwashé avec non seulement tu te sens impuissant, mais effectivement, le monde peut être réduit en 2 camps. Les méchants et les bons. Les oppresseurs et les victimes. Donc, absolument, ça a rehaussé ou accéléré cette tendance-là. Parce que les gens n'avaient rien d'autre à faire. Les gens ont souffert aussi. La prochaine question. La prise de poids et le sevrage sont des effets secondaires qui sont sujets à survenir suite à la prise prolongée de certains antidépresseurs. Donc, pensez-vous que ces effets secondaires sont des facteurs qui, pour certains, accentuent les symptômes dépressifs? Oui, définitivement. Je veux dire, quand tu vas pas bien, tu as une mauvaise perception de toi. Donc, c'est comme quand tu es relativement stagnant, parce que l'impuissance acquise, hein, ça fait que tu te replies sur toi-même. Et là, tu ne tentes plus rien. Tu es anxieux, tu sors, tu ne tentes plus rien. Donc, la dépression naît de cette situation-là. Imagine cette inactivité-là fait en sorte, en plus que tu bouges moins, puis tu as des effets secondaires, c'est pire. Donc, c'est pour ça que les antidépresseurs, c'est un outil qui est vraiment important, qui est utile, absolument, mais ça ne peut pas être la seule chose. Il faut qu'une personne se remette en mouvement, mais il faut qu'elle apprenne comment se mettre en mouvement, puis qu'elle ait des repères d'orientation. Comme ce qu'on discute là en ce moment, c'est comme « Ah, OK, il faut que tu te repères dans le monde. » C'est compliqué. Mais si une personne qui n'a pas de repères, elle va être anxieuse, elle va être dans le brouillard. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, je dirais oui, ça participe à la stagnation. Parfait. Donc, là, on est déjà dans la deuxième section. OK. Où on va plus parler de la hausse des prescriptions des antidépresseurs. D'accord. Alors, voilà. Selon vous, à quel stade pathologique est-il nécessaire de prescrire des antidépresseurs? C'est quoi la ligne entre quelqu'un qui est un peu triste et quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui est stressé, anxieux? Mais je pense que ça prend un réel diagnostic, là, premièrement. Okay. Là. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. L'antidépresseur se prescrit facilement, disons. Ouais. OK? Je pense, puis, encore une fois, je ne suis pas du tout contre les médecins, je comprends les médecins, ils sauvent des gens dans le bureau, maintenant, ils veulent aider, je veux dire. Mais, antidépresseur ou pas, il va falloir une rééducation totale du cerveau, un réentraînement, des renforcements, tu sais. J'en ai sorti beaucoup de gens de la dépression, mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut remontrer une personne comment voir la réalité, se remettre en mouvement, refaire des connexions dans sa tête. Puis tranquillement, tu peux réduire les antidépresseurs, puis
tranquillement, puis c'est une stratégie en soi qui se fait avec un médecin, puis un psychologue, la plupart du temps, d'une interaction. C'est quoi ta question? C'est à quel stade pathologique okay. nécessaire? Bien, premièrement, il y a des normes. Il faut que tu remplisses les critères d'inclusion du DSM-5, qui est dépression majeure. Après ça, ben, il y a des gens qui sont sous-cliniques, qui sont à la limite. Des fois, il y a des médecins qui vont décider de prescrire. Encore une fois, moi, j'ai pas de problème. Premièrement, on ne peut pas prescrire aussitôt que quelques émotions négatives. Là. Ça prend des barèmes par rapport à ça. Mais juste la discussion qu'on a depuis une heure, le nombre de choses qu'il faut discuter pour qu'une personne réussisse à se lever le matin, le nombre de petits sujets. Chaque sujet qu'on a parlé aujourd'hui, ça doit être un cours. Un cours 101 de bon, voici l'anxiété, voici comment tu sens ça, voici l'impact des médias sociaux, voici ce qu'il faut faire. Tout ça devrait faire partie de l'éducation de base à l'école pour survivre dans l'humanité. Tu sais, antidépresseurs, OK, mais quelle est l'éducation qui va autour? C'est sûr que, quand même qu'on dit c'est quoi les critères minimums pour prescrire l'antidépresseur, oui, mais même s'il y a des critères très très élevés, puis on prescrit uniquement si certains critères sont atteints, s'il n'y a pas d'éducation autour, une personne ne pourra pas se repérer dans le monde et avoir une vie qui a un sens. Parce que c'est quoi l'antidote de la dépression? C'est un sens. Pourquoi tu te lèves le matin? Comment tu prends tes décisions? À quoi ça sert de souffrir? Parce que la vie, c'est difficile. À quoi ça sert? Là, en ce moment, comme on l'a dit, ça ne sert à rien. Le futur, il est dégueulasse. Ça ne sert à rien. Vous êtes entouré d'oppresseurs. On essaie, tout est toxique. Il faut miser sur le bien-être. C'est la recette de la dépression. Donc, tu sais, antidépresseur avec une vie qui crée de la dépression. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il n'y a absolument aucun bon sens là-dedans. Puis la discussion qu'on a là, personne là. C'est du common sense. Mais les gens sont vraiment confus. Puis les gens, puis même les professionnels de la santé, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ont peur. Les psychologues à qui je parle, ils ne veulent pas parler. Les psychologues, ils me disent tout, Guillaume, à chaque semaine, j'ai des jeunes confus de leur genre maintenant. C'était pas là, il y a 2 ans. Maintenant, 50% des jeunes qu'on reçoit sont confus. Mais tu ne peux pas rien dire là-dessus parce que tu vas être accusé de transphobie. Ça n'a rien à voir. Donc, tu sais, il y a vraiment un problème entre les idées qui sont véhiculées socialement et le fonctionnement réel d'une personne. Et c'est dangereux. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. La prochaine question, ça va parler plus de l'épuisement, autant professionnel. Donc, la première question, après j'ai une petite question pour intervenir. Sachant que l'épuisement professionnel prend une place prépondérante dans la vie des gens, comment cette préoccupation explique-t-elle la hausse de la consommation d'antidépresseurs? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de burn-out, des gens qui sont épuisés, mais pas là, ça c'est la première question, mais pas juste pour les professionnels burn-out, mais aussi pour les étudiants qui sont aux études et qui ont un travail, ou ceux qui rentrent dans... Fait que ma question c'est plus en quoi cet épuisement-là, et c'est quoi les différents types d'épuisement, puis en quoi ça peut mener justement à une hausse de la prise d'antidépresseurs? Bon, alors là, c'est très intéressant parce que certaines personnes vont dire que l'épuisement professionnel ou le burn-out, c'est quelque chose de complètement différent de la dépression. OK. Non, ça ne l'est pas. Tu sais, dans la littérature, il y a ce qu'on appelle l'overlap burn-out dépression. Parce qu'on essaie de distinguer les deux. C'est comme c'est tous les mêmes critères. Okay? Mais il y a d'autres personnes qui vont dire non, il y a des choses qui différencient le burn-out. Tu sais, tu as différentes phases de la dépression. Une dépression, c'est pas comme tu n'arrives pas le lendemain matin, là, tu as une évolution, merci, de l'évolution d'une même maladie. Mais c'est pas parce que tu analyses un bout de la même maladie que ça en est une nouvelle. OK? Donc, il y a des bouts qui sont plus catégorisés de type burn-out, il y a des bouts, des phases qui sont plus catégorisées comme étant dépression. Mais dans la littérature, il y a définitivement l'overlap. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Puis c'est vrai que tu as
de différentes mesures là, physiologiques qu'on peut prendre, puis les gens qui sont plus en burn-out vont se différencier, mais ça ne veut pas dire que c'est deux maladies différentes, ça. OK? Donc, on peut assumer que c'est grosso modo la même chose. Les causes et les traitements sont les mêmes. Donc, ça revient avec ce qu'on s'est dit concernant la dépression. Et oui, c'est directement en lien avec la prise d'antidépresseurs, parce que tu sais, c'est pas seulement les jeunes qui ont de la difficulté. Là. C'est ça. Là, on parle des jeunes, mais c'est comme les adultes aussi. Et oui, les jeunes mères aussi qui débutent, là, c'est beaucoup de tâches. Là, on a lu aussi beaucoup là-dessus, là, les femmes enceintes et. En tout cas, pas juste les jeunes. Directement, je pense que les personnes qui ressortent des universités, des fois, ça peut occasionner un stress de OK, je suis diplômée, mais je rentre dans le milieu de travail, je suis imposteur un peu dans certains stress. Oui, puis c'est un autre sujet, mais il y a des stades que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Comme une des phases qui est la plus difficile chez les jeunes femmes, c'est 28, 32, 33. Parce que là, une femme est divisée entre le fait de ce qu'elle doit prioriser sa famille, avoir des enfants, prioriser sa carrière. Donc, maintenant, les courants féministes vont un petit peu culpabiliser ça. C'est comme, non, d'être réduit à l'état de mère. C'est comme, c'est pas aussi simple que ça. C'est un vrai challenge. Donc, il y a ce tiraillement-là. Donc, il faut comme être un petit peu partout à la fois. Donc, ça joue un petit peu là, dans cette anxiété-là. Là. Mais, puis là, il y a le facteur d'imposteur là, que tu dis, parce que les gens l'ont de plus en plus. L'imposteur, c'est de plus en plus corrélé à l'anxiété également. C'est sûr que si l'anxiété augmente, toutes les autres construits qui sont associés à l'anxiété vont avoir tendance à augmenter beaucoup. Là, ça va être sur le manque de psychiatres. Donc, la pénurie des psychiatres influence-t-elle l'empressement des prescriptions d'antidépresseurs chez les patients en détresse par les médecins généralistes? Je ne suis pas au courant des statistiques par rapport à ça. Il y a une pénurie de psychiatres. C'est l'accès ou c'est le nombre de psychiatres? C'est l'accès, je pense. Oui, c'est l'accès aux psychiatres. OK. Puis, justement, ben là, on a lu plusieurs articles sur les médecins généralistes qui ont tendance à prescrire rapidement. On peut directement aller à l'autre question qui est un peu en lien avec ça. Là. Pensez-vous que le manque d'encadrement lors de la prise d'antidépresseurs entraîne une banalisation de ces médicaments? Absolument. 100% d'accord avec ça, pour toutes les raisons dont on a parlé. Parce que, comme je dis, il faut comprendre le chemin qui rend une personne déprimée. Si on fait juste analyser une dépression, on n'a pas les outils qu'il faut. Puis comme vous voyez, là, il y a plein de choses qui contribuent à ça. C'est pas simple, la dépression et l'anxiété aujourd'hui. Puis surtout qu'on a vu aussi que l'antidépresseur, ça règle simplement le symptôme et non la cause. Ça va diminuer tes symptômes, mais ça ne règle pas ton trouble. Quand tu vas arrêter, si tu n'as pas rien fait, parce qu'on va faire attention. Absolument. Vous avez une question? C'est bon. Après, on parle vraiment de le DSM-5 parce que les critères diagnostiques, on a vu en fait qu'ils sont de plus en plus larges. Puis les chances d'avoir un diagnostic du trouble dépressif augmentent de plus en plus par rapport aux critères du DSM-5. Est-ce que vous pensez que cela a contribué à faire accroître les diagnostics du trouble dépressif? Donc là, toi, ce que tu as lu, là, c'est que quand tu dis qu'ils sont de plus en plus larges, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que les critères, mettons, ils ont passé, je ne sais plus exactement les chiffres, mais ils ont passé, mettons, d'avoir 5 critères dans la liste à 4 critères dans la liste. Puis depuis le DSM-3, ça commence, c'était déjà plus large. Avec le DSM-4, c'était encore plus large. Puis avec le 5, c'est encore plus large. Donc on a lu que, en pathologie, potentiellement, le comportement humain, peut-être que ça a un lien justement à la cause de présence. C'est vraiment un bon point, vraiment bravo pour ces points-là. C'est quelque chose qui est généralisé, c'est-à-dire l'élargissement des critères dans tout, OK? L'inclusion est une grosse obsession en ce moment. Tout inclure, ça veut rien dire, mais ça fait partie des buzzwords en ce moment, OK? L'inclusion. Alors, on le voit dans plusieurs pathologies, même l'autisme. L'autisme, maintenant, les critères d'inclusion sont tellement larges que tout le monde maintenant est autiste. C'est vrai. Ou un trait Asperger. Et c'est rendu un branding. Oh, je ne dis pas. C'est comme cool. Fait que les gens, ça fait partie du narcissisme, ça. C'est-à-dire de se donner une étiquette qui te rend spécial.
Donc là, les critères n'aident pas. On donne le prétexte à tout le monde d'avoir un petit branding spécial, donc de se responsabiliser de ses comportements. C'est comme, ouais, mais c'est un diagnostic, c'est l'environnement qui doit s'adapter à moi. Et si l'environnement ne s'adapte pas à moi, ça veut dire que c'est un environnement toxique. Donc, vous voyez que c'est sans fin. Donc le narcissisme et l'élargissement des critères pour te déresponsabiliser de tout, c'est relié. Et ça s'accentue. Donc, oui, mais puis maintenant, puis même chose, la douance, être au potentiel. Maintenant, tout le monde est doué. Tout le monde est des génies. Tout le monde est doublement exceptionnel. Donc, tout le monde sont des génies ignorés de l'environnement parce qu'ils sont trop spéciaux, parce qu'ils ont un trouble, par exemple, neurodéveloppemental, ou ils ont un trouble d'attention, tout ça. Fait que ça fait en sorte que leur génie ne ressort pas. Donc, encore là, la douance, les critères sont de plus en plus larges. On a passé de 135 de QI maintenant, puis là, tranquillement, 120. Ouais. 120, c'est juste assez pour passer un bac universitaire. Est-ce que t'es un génie? Non. Mais maintenant, oui. Donc, les gens veulent avoir toutes sortes d'armes pour, être spéciaux. 2, forcer l'environnement à s'adapter à eux, pas eux à l'environnement. Mais est-ce que ça marche? Mais non. Parce que la seule chose que tu vas t'apercevoir, c'est que ton environnement est toxique. C'est sans fin. Fait que vous voyez, c'est vraiment compliqué. On est dans un bordel là, où toutes les choses sont entremêlées. Fait que ça contribue au sentiment que ta vie avance pas. Puis que tu es incompris, puis etc., puis de l'impuissance. Parfait. C'est rendu à moi. OK. Par rapport à justement nos lectures encore, on a vu qu'il y a des médecins généralistes qui peuvent prescrire des antidépresseurs, pas seulement pour la dépression. Il y en a qui prescrivent pour des migraines, des troubles digestifs. Est-ce que ça aussi, ça peut vraiment être en lien avec l'augmentation des antidépresseurs? Ben, est-ce que c'est la bonne molécule à prescrire pour l'antidépresseur Qui sont pas nécessairement la dépression? Oui, je veux dire, un antidépresseur, c'est une molécule qui a des effets généraux. OK. C'est tout à fait correct de les prescrire sur d'autres pathologies. Mais c'est juste que tu vas ajuster le dosage, souvent, tu vas le combiner avec un autre médicament. Souvent, c'est ce qu'on va faire. Donc, tu sais, un antidépresseur, ça a des effets diffus. Par exemple, pour la douleur. OK? C'est juste une personne qui a de la fibromyalgie ou une personne qui a de la douleur chronique, on va lui prescrire un petit peu d'antidépresseur, juste parce que ça atténue certaines conductions au niveau des nocicepteurs, puis ça peut être essayé. Donc, tu sais, c'est un outil comme un autre, mais là, il faudrait voir un petit peu là, les statistiques, qu'est-ce qui fait en sorte. Pour quel genre de prescription il y a une augmentation significative, ça serait plus que ça. Mais oui, c'est tout à fait adapté que des médecins prescrivent pour plus qu'une pathologie. Parfait. On avait aussi permettre la prescription des antidépresseurs par des professionnels spécialisés comme des psychologues. Est-ce que ça pourrait apporter une aide un petit peu plus adéquate pour les personnes souffrant des troubles dépressifs, d'avoir un accompagnement d'un psychologue, que les psychologues puissent prescrire des antidépresseurs? Mais moi, je pense que oui. Je pense que les psychologues devraient être capables de prescrire. Ça devrait faire partie de la formation. Ouais, il y a certains États aux États-Unis qui le permettent. Il y a des conditions spéciales, je pense, régions éloignées ou tout ça. Mais, tu sais, comment je pourrais dire, chaque organisation, chaque corps de métier garde son pouvoir. Hein. Donc, c'est ça. Il y a des actes que c'est comme. Il y a des qui ne seront pas laissés aller comme ça. Ouais, c'est juste. Ouais. Le psychologue, il connaît beaucoup son patient, plus qu'un médecin qui lit des critères. Le psychologue, il connaît le background, il connaît l'histoire, il connaît plus le patient. C'est pour ça, peut-être... Oui, mais ça prend une formation qui est adaptée. Là, les psychologues n'ont pas du tout la formation pour prescrire du tout. Il ne faut pas banaliser ça non plus. Là. Je veux dire, la médecine, c'est quelque chose en soi. La psychologie, c'est quelque chose d'autre. Il y a une interaction entre les deux, mais c'est pas vrai qu'un fait l'autre.
OK. Et en ce moment, les psychologues n'ont absolument pas la formation pour comprendre la prescription. Est-ce que ça pourrait être pertinent? Oui, si la formation est là, mais actuellement, un psychologue n'a absolument pas la formation pour prescrire. C'est ça. Absolument pas. OK. Donc, est-ce que l'idée serait pas oui, mais c'est un projet qui serait plus large, là, que juste comme, il faudrait qu'il puisse prescrire? Ouais, c'est ça. Absolument pas. Tu as toute une connaissance de dosage, d'interaction. C'est comme c'est un autre bout, là. Puis les psychologues ne sont pas formés pour ça. Ce sont les médecins et les psychiatres qui sont formés pour ça. La prochaine question, c'est quels sont les avantages de jumeler la prise d'antidépresseurs à une thérapie? C'est absolument fondamental, selon moi. Absolument. Quels sont les avantages? Guérir, réussir, avancer, avoir une vie satisfaisante, fonctionner. Il y a des gens qui ne fonctionnent même pas, là. On ne parle même pas de réussite ou rien. Ils ne fonctionnent pas. Donc, le fonctionnement, ça relève du comportement. Okay. Les antidépresseurs ne fabriquent pas des nouveaux comportements. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu les apprennes, tes nouveaux comportements. Donc, ça veut dire que quelqu'un doit te les enseigner, comme n'importe quel sport que tu dois apprendre. C'est comme si tu prends un antidépresseur, est-ce que ça te rend capable de jouer au hockey ou au golf? C'est comme, non. Ça te donne de la disponibilité pour apprendre peut-être. OK. Mais ça ne te fait pas faire des choses, là. C'est les deux. Donc, c'est fondamental. La même question, la prochaine question, je pense qu'on l'avait un peu abordée. OK. Mais selon nos différentes recherches, les médecins généralistes peuvent prescrire rapidement des antidépresseurs afin de réduire les symptômes dépressifs, sans toutefois cibler concrètement les causes de ce mal-être. Est-ce que cette tendance observée chez certains médecins représente une faiblesse dans notre système de la santé? Je dirais que oui, dans le sens que c'est sûr que moi, j'ai absolument pas de problème dans les prescriptions d'antidépresseurs. Moi, c'est vraiment pas un problème, tant aussi longtemps qu'on garde en tête que ce qui rend une personne anxieuse ou déprimée, c'est multifactoriel. Il faut ne serait-ce qu'être conscient de ça, qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent et qu'il faut s'en occuper. Donc, ça prend un encadrement. Donc, si le médecin pousse un patient à aller faire un encadrement, c'est parfait pour moi. Moi, je suis vraiment pas du genre à condamner les médecins. Vraiment pas. Je pense qu'on fait ce qu'on peut. Je suis pas du tout le evil pharmaceutique. Je comprends que la pharmaceutique, c'est une business, puis je comprends ça. Mais je suis pas du tout anti-psychiatrie, je suis pas du tout anti-médecine, je suis pas du tout antidépresseur, mais je suis pour l'éducation, par exemple. C'est ce morceau-là qui manque. Puis c'est sûr que dans un système de santé qui est, je dirais, pas être extrêmement efficace, c'est sûr qu'on va aller plus vite. Okay? Donc c'est cette pression-là aussi. Parfait. Je pense que ça va être... Je ne sais pas mon nom. Je pense que ça va être... Oui. Ben c'est pour toi, c'est parce qu'on avait une autre question, mais on en a quand même assez... Ouais, je pense que je l'avais... Vous avez votre stock? Oui. Ouais. C'est déjà répondu, alors voilà. C'était notre entrevue. Ça, c'est mes questions qu'on a préparées. OK. C'est la fin. Donc, merci vraiment beaucoup. C'est très apprécié que vous avez pris le temps de répondre. C'est super pertinent. Moi, j'ai vraiment adoré. On a du stock pour écrire. Vous pourriez faire un livre, hein? Oui. Savez-vous quoi? Moi, je suis sûr que si vous vendiez, vous alliez voir, mettons, un éditeur, un vrai éditeur, là. Puis vous faites « Allô, nous, on va faire un livre sur ça. On est des jeunes, on a un problème, notre génération a un livre. » Je suis sûr que ça se vendrait en fou. Puis en plus, je suis sûr que du monde de votre âge lirait ça. Moi, je lirais le livre. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, sérieusement, c'est sûr que là, je ne veux pas vous mettre de pression. Là. Désolé. Mais on aime ça aussi. Là. Mais, tu sais, un livre où vous parlez du monde de votre âge, c'est exceptionnel. Ce serait absolument exceptionnel. Tu sais, vous pourriez vraiment l'idée un petit mouvement. Ce serait incroyable. Je suis sûr que ça se traduirait dans plusieurs langues parce que tout l'Occident est pogné avec ça. Mais bref, c'est moi qui puis c'est des trucs qu'on comprend aussi parce que tout ce que vous avez dit aussi, moi personnellement, dans ma tête, j'étais comme, ben oui. Je relatais beaucoup là, à ce que vous disiez, puis je suis sûre que en parler, ça me rejoint beaucoup. Ben oui. C'est passionnant aussi. Puis vous savez, c'est quoi les médias sociaux? Vous êtes là-dedans, vous avez un point de vue qui est pas comme...
d'un adulte qui n'a pas grandi avec ça dans les mains, c'est pas la même chose. T'sais, nous, mettons, moi, je suis pas très technologique, j'ai pas grandi avec ça. Fait que, je lis des articles, je le vois, mais j'ai pas grandi avec ça. J'ai pas ce point de vue-là de l'intérieur. Vous, votre avantage, c'est que vous avez ce point de vue-là de l'intérieur. C'est intéressant, ça, quand même. Fait que, mais comment vous vous sentez après cette discussion-là? Est-ce que vous êtes choqué de certaines choses, des choses qui... c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous avez appris là, pour vous là, de plus intéressant, ce qui vaut le plus cher pour vous? On dirait que je me rendais pas compte de toute l'ampleur qu'on avait, puis toute l'impression qu'on avait ça par les réseaux sociaux, les médias, ou juste justement notre entourage, par nos relations, comment ça peut avoir un vrai impact sur comment qu'on est nous. Puis des fois c'est un peu tabou, puis on en parle plus ou moins, puis on garde ça pour nous. Mais ça fait juste bien d'en parler, puis justement, on n'est pas tout seul, c'est vrai, on vit chacun des situations d'angoisse. Puis des fois, c'est pas juste par rapport à nous, mais c'est par rapport juste à différents facteurs qu'on est exposés au courant de tous les jours. On dirait qu'on réalise pas vraiment. Parce que tu avais dit, on devrait pas avoir un téléphone ou des réseaux sociaux jusqu'à 16 ans. Je parle pour moi, j'ai ça à 14, 13 ans, là, j'ai commencé ça. Là. Puis il y en a qui commencent avec plutôt que ça. Moi, je réalise que, c'est vrai, je pense que ça fait du sens ce que tu dis là. En tout cas, bref. Oui, c'est intéressant. Puis tu sais, c'est votre génération, le futur. Puis plus, c'est ça. Fait Plus que les générations. c'est quoi que vous allez faire comme question? Tu sais, ça prend du monde fort là, pour amener la planète à la prochaine étape. C'est comme, c'est tout sauf fort. Là. C'est fragile. Là. C'est très fragile. Donc, il y a vraiment de quoi se poser la question sur où c'est qu'on s'en va. Là. Tu sais, si on ne peut pas avoir des discussions, on n'est pas capable d'être en couple, pas capable faire face à des conversations stressantes, c'est ça qu'on va faire. Tout part des relations et des dialogues chez les humains. Fait que si on se censure, il y a des tabous partout, on a peur de parler, on ne s'expose pas à des relations, à des conflits. Il n'y a rien de possible. Puis on en souffre. Je veux dire, on s'en rend pas compte, on en souffre. C'est ça, on s'en rend pas compte, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose. On comprend pas pourquoi on souffre. C'est ça. Ou on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. Oui, je pense que c'est un bon point. Vous avez comme l'impression que ce que vous vivez, c'est la normalité, c'est votre baseline. Je peux vous le dire, là, vous êtes en dessous du baseline normal. Vous êtes sous-fonctionnel. Mais c'est pas parce que vous pouvez pas, le potentiel, c'est juste... pas de conditions, il n'y a pas d'encadrement. Votre cerveau, au moment donné, il va faire ce qu'il peut. Là. Un cerveau, ça survit. Fait que si tu n'as pas beaucoup d'opportunités, puis beaucoup de guides, tu ne te fais pas guider, ben, ton cerveau, il fait ce qu'il peut. Là. Mais c'est de la survie. C'est de la survie émotionnelle, on s'entend. C'est pas du développement. Fait que, ben, en tout cas, c'était un grand plaisir. Puis vraiment, moi, je vous invite à réfléchir. Peut-être que vous avez comme un projet incroyable, tu sais. Fait que, non, je vous invite à y penser. Puis je trouve ça admirable que vous ayez pris le temps de vous concentrer sur cette problématique-là, surtout à votre âge. C'est vraiment le fun. C'est déjà très lucide de votre part. Puis, si notre conversation a pu au moins mettre des pistes sur. Il y a beaucoup de sujets qui font ça, là. Ben, c'est comme ça peut tout être des chapitres, ça. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses qui rentrent dans le cerveau d'une personne. Fait que c'est ça. Parfait. Fait que c'est ça. Puis merci aux gens qui étaient là. Il y avait 400 personnes. Vous pouvez faire un petit coucou à tout le monde. Bon, merci d'avoir été là, tout le monde. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment inspirant. Il y a des personnes, il y a des jeunes comme ça qui s'occupent du futur. Pour moi, c'était important d'encourager ça puis d'investir mon temps là-dessus. Parce que c'est ça ma mission par ma business, puis c'est ma mission personnelle. Donc, là, quand il y a une approche comme ça qui est bien faite, ça serait super. Il y a plein de gens qui disent hey, moi, j'achèterais votre livre tout de suite. Les filles. Il y a plein. Vous lirez les commentaires. Je vous invite à aller voir ça. Là. Je pense que beaucoup de gens, là, des cœurs partout, pis tout, là, c'est vraiment super. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis on se reparle bientôt.